Donc bonsoir. Je vous prie de nous excuser pour le retard, mais l'après-midi avait été un peu plus dense que prévu. Donc cette conférence de presse pour notre 18e congrès à Vichy sur la thématique de la souveraineté. Donc quand Laurent Wauquiez m'a proposé que ce soit Vichy, je trouvais que c'était une très bonne idée parce que nous, présidentes et présidents de région, nous incarnons la France des territoires et nous savons bien sûr travailler avec les métropoles, mais nous voulons également donner toute la valorisation, toutes les chances à tous les territoires et nous défendons également les villes d'équilibre. Donc cela permettait de donner cet éclairage sur notre vision de la France qui doit être bien sûr dans la complémentarité et dans le respect de l'ensemble des habitants, que ce soit dans un territoire rural et de montagne, comme sur les territoires d'outre-mer sur lesquels nous sommes aussi très attachés. Donc merci Laurent de nous accueillir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et d'avoir la démonstration que nous agissons, parce que c'est bien cela, la thématique de la souveraineté, c'est la démonstration que les présidentes et les présidents de région sont à l'action pour permettre à notre pays de retrouver pleinement sa souveraineté. Je ne reviendrai pas sur le contexte de crise majeure que traverse notre pays, avec un hémicycle à l'Assemblée nationale qui a une composition inédite, mais qui traduit le malaise des Françaises et des Français, et il est nécessaire d'agir. Souveraineté, bien entendu, c'est souveraineté industrielle. Cet après-midi, nous avons visité l'entreprise Ligier avec Laurent sur la démonstration de ce fleuron familial qui permet d'avoir des véhicules fabriqués 100% Made in France, et puis également la démonstration de l'évolution vers les mobilités propres que nous défendons, parce que souveraineté industrielle au service également de l'urgence climatique, comme la souveraineté des savoirs. François Bonneau a animé et donc de même animé une table ronde sur ce sujet et présentera également une étude sur cela, parce que nous savons qu'aujourd'hui, dans les questions économiques, la question du recrutement est fondamentale et donc la souveraineté des savoirs, la formation doit être forte. Et c'est pourquoi nous demandons au président de la République comme à la Première ministre d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure lisibilité sur la question de France Travail, mais aussi sur la question des lycées professionnels. Souveraineté alimentaire, parce que nous partageons un engagement fort pour nos agriculteurs, pour savoir valoriser la transformation de leurs produits et le maintien de la valeur ajoutée sur les territoires. Et bien sûr, souveraineté énergétique, dans un contexte géopolitique très, très inquiétant. Nous voulons être maîtres de notre destin et nous avons besoin d'un mix énergétique où nous défendons bien sûr le nucléaire, mais aussi les énergies renouvelables. Et sur ces questions des projets d'énergie renouvelable, comme nous l'avons indiqué dans notre tribune, nous voulons être la France des projets, la France des réalisations et certainement pas la France des procédures ou des incantations. Donc de façon très concrète, nous voulons pouvoir agir en ayant des moyens financiers et nous demandons bien sûr d'avoir le maintien de nos dotations, que nous n'ayons pas les mêmes mauvaises surprises que nous avons pu avoir sur le précédent quinquennat, où l'échelon régional a été donc l'échelon qui a vu ses dotations baisser, c'est-à-dire annuellement, il nous a manqué près de 800 millions d'euros pour l'ensemble des régions. C'est quand même significatif, donc une dynamique de TVA préservée. Bien entendu, avoir une évolution de nos impôts voitures, que ce soit la TICPE ou que ce soit la taxe sur les carburants pour les territoires d'outre-mer et la Corse. D'avoir une compensation forte sur l'explosion de nos dépenses liées à l'inflation, tout particulièrement sur l'aspect transport, parce que nous avons besoin de cette compensation budgétaire et en même temps, nous avons besoin d'avoir un nouveau pacte avec l'État sur le modèle économique ferroviaire,
parce qu'il en va de la liaison, du lien entre nos concitoyens, mais également de la compétitivité de nos entreprises, et puis aussi de le nécessaire développement des transports en commun par rapport au réchauffement climatique. Donc nous voulons être bien sûr des partenaires, c'est cette main tendue que nous avons menée dans les réunions de travail, que ce soit avec la Première ministre au mois de juillet, que ce soit avec le Président de la République dans le cadre de Territoires Unis il y a de ça quelques jours. Et nous demandons d'avoir un partenariat qui soit constructif sur les questions des dotations budgétaires, c'est un préalable indispensable pour pouvoir agir, mais également sur les grandes thématiques que je viens d'indiquer, que ce soit donc le ferroviaire, que ce soit également la formation avec France Travail, la question de la formation tout particulièrement des demandeurs d'emploi. Nous ne sommes pas sûrs de l'efficacité de cette nouvelle organisation de France Travail, que ce soit sur la transition écologique et énergétique, où nous devons avoir une vraie visibilité et une vraie capacité de coordination de l'ensemble des acteurs, et puis également la question de l'orientation scolaire, la question des lycées professionnels. Parce que oui, les présidentes et les présidents de région, nous sommes dans une période de rentrée scolaire, nous avons fait en sorte que cette rentrée scolaire se passe bien. J'ai été un peu étonnée de l'engouement d'un seul coup sur la pénurie des chauffeurs pour les transports scolaires, parce que tout cela, nous l'avions anticipé, et donc la rentrée s'est bien passée, parce que nous l'avions travaillé depuis plusieurs mois. Je pense que la pénurie des enseignants est quand même bien plus forte que celle des chauffeurs dans les transports scolaires. Et puis, donc nous agissons avec la fourniture de fournitures scolaires pour la rentrée, mais également sur les transports. Je rappelle que si les trains à hydrogène vont circuler en France, ce sont les présidentes et les présidents de région qui l'ont voulu, puisque c'est nous qui avons défendu ce projet au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, auprès à l'époque de Guillaume Pepy. Et en France, contrairement à l'Allemagne, ce sont les régions qui le financent aux 2/3, alors qu'en Allemagne, ce sont les régions ne les financent qu'à 1/3. Et nous avons vraiment là un exemple très concret sur la question aussi des trains à hydrogène. Donc, un congrès sur les souverainetés pour élever la France, un congrès où nous sommes dans un esprit positif vis-à-vis, bien sûr, du gouvernement, mais où nous attendons des preuves de soutien. Rappelez que les régions, nous avons prouvé notre sérieux budgétaire, puisque tant que nous avons connu une baisse de nos dotations, nous avons augmenté notre investissement. Sur les 2 dernières années, l'investissement des régions a progressé de 21%, parce que nous avons accompagné les plans de relance du gouvernement. Je pourrais prendre les multiples plans, territoires d'industrie, ainsi de suite. C'est souvent les régions qui ont été les premiers financeurs. Donc nous avons été responsables dans un moment de crise sanitaire qui demandait une union et un investissement national, mais il ne peut pas être possible de continuer à demander plus à ceux à qui on a donné moins. Et donc nous voulons pouvoir agir de façon forte, de façon positive et au service de nos concitoyens. Le terrain, nous le connaissons, nous le labourons, il nous alimente dans nos actions, et surtout c'est cette fidélité que nous voulons, être utile à nos concitoyens et être fort pour notre République. Voilà les mots introductifs que je voulais vous indiquer. Je vous propose d'avoir les questions et les différents présidents de région répondront. Bonjour, Philippe Martin, Région Magazine. Après avoir annoncé le boycott du Conseil national de la refondation, vous avez accepté d'y aller, après avoir rencontré le président de la République. Qu'est-ce que vous en avez retiré et est-ce que ça vous a donné envie d'y retourner la prochaine fois ? Alors, juste, on n'avait pas annoncé le boycott, on avait dit qu'on était très interrogatif sur ce format. Non, reprenez le communiqué de presse, je sais ce qu'on écrit. Et donc, nous avions indiqué que nous étions très interrogatifs sur ce format, qui ne nous semblait pas très efficace. Et nous avions demandé une réunion de travail avec le président de la République, ce que nous avons eu. C'était la première fois, Territoires Unis, d'1h30. Donc, c'est
un engagement du président de la République d'avoir en effet des dotations budgétaires qui soient stabilisées, un travail sur les compensations liées à l'explosion des coûts de l'énergie qui bien sûr doit être pris en compte, et puis une grande loi de décentralisation, mais qui permette d'avoir des missions qui soient transférées, qui soient abouties, qui soient complètes, et sur les thématiques là que j'ai citées. Mais Hervé donc me représentait au Conseil national de la refondation, donc peut vous dire le climat qui est régné et les conclusions. Voilà. Mais bien là. Il n'y a pas de micro? Si, il y a un micro. Ah pardon, oui, je l'avais pas vu. Voilà. Il y fait l'allusion de Carole, c'est parce qu'il y faisait très froid. Nous étions sur un terrain synthétique sous une qui était un terrain synthétique couvert et on était sous tous les vents. Donc on avait les plaids, etc., ce qui favorise bien sûr la réflexion intellectuelle puisqu'on est dans la fraîcheur. Écoutez, moi j'ai entendu que ce Conseil national de la refondation, c'était d'abord et avant tout un moment de dialogue qui cherchait à bâtir des solutions immédiatement ou assez facilement applicables pour débloquer le pays. Bon. Il y a désormais 8 groupes de travail ou 9 groupes de travail qui ont été déterminés à la suite du dialogue qu'on a eu avec le chef de l'État et une partie du gouvernement. Nous verrons bien, je ne peux pas vous dire autre chose. Il y a tout de même, ce que je disais tout à l'heure à mes collègues présidents de région, il y a quand même un sujet que les Français devraient aborder avec avec un regard assez cru. C'est est-ce que les Français en ont pour leur argent ? Quand on a des niveaux de prélèvement obligatoires comme cela et des niveaux de dépenses publiques comme cela, on devrait avoir des services publics qui devraient beaucoup mieux marcher. C'est notamment ce que j'ai dit au président de la République en citant à la fois l'école, le logement. On est un pays où on consacre énormément d'argent sur le logement et on n'a jamais aussi peu construit de logements. Et donc la conclusion au moins que j'en tire, il y a bien sûr pas une seule cause, mais l'une des causes, c'est au moins une gouvernance publique qui doit être très largement améliorée et que cette gouvernance publique, elle sera améliorée quand on se mettra au diapason de ce qui se fait dans toute l'Europe, c'est-à-dire un système où l'autonomie locale permet de trouver des solutions et d'avoir une réactivité que malheureusement nous n'avons pas dans un système aussi complexe que le nôtre. Donc j'ai cru comprendre que c'était entendu, de là à ce que ce soit ensuite mis en œuvre. Ce sera la question des prochains mois. Madame la Présidente, vous m'entendez? Oui, c'est rarement la tribune. Vous avez parlé tout à l'heure de 800 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous repréciser un peu de quoi il s'agit, s'il vous plaît? Oui, tout à fait, puisque dès 2018, nous avons eu une baisse de quasiment 500 millions d'euros qui était liée à la non-compensation du transfert de la compétence économique, c'était sous le gouvernement d'Édouard Philippe, et ensuite c'est la baisse des impôts que j'appelle voitures, c'est-à-dire taxes sur les cartes grises et TICPE, qui font que par an, c'est 800 millions d'euros de moins. Voilà. En cumulé, ça fait bien plus. Ça se compte en milliards. Voilà. Pour chacune des régions ou pour l'ensemble de vos régions? Ah non, pour l'ensemble de nos régions. Quand même. Merci. Ah oui, oui, parce que... Je veux dire, c'est jamais. Oui, non. C'est bon, oui. Sandrine Garnier, Mobilicité. Je suis là. À propos du financement des transports, Clément Beaune, tout à l'heure, a évoqué une possible extension du versement mobilité aux régions. Qu'en pensez-vous? Jean, si tu veux répondre. J'ai pas entendu tout à fait la même chose. Voilà, il a été extrêmement prudent sur ce sujet. Ce qui est important, c'est, enfin moi ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est que finalement le problème du financement aujourd'hui des infrastructures
de transport et de mobilité devienne un sujet aigu, majeur pour l'ensemble des acteurs de ce pays, que ce soit le gouvernement, les régions, nos transporteurs, les citoyens, et qu'il y a petit à petit un alignement des étoiles qui se fait. Pour autant, les solutions ne sont pas encore toutes trouvées. On a entendu un ministre qui n'était pas fermé à une forme de participation, mais qui doutait de la capacité de Bercy de s'inscrire dans la durée. Il y a un transporteur qui met là aussi le sujet sur ces interventions publiques quasi de manière systématique, et il y a les régions qui aujourd'hui se posent des questions aussi sur leur implication, sur l'augmentation des coûts, sur la capacité que nous avons dans le temps à tenir le rythme de la rénovation des dessertes fines du territoire. Donc, vous m'avez entendu plaider tout à l'heure pour un changement de modèle, pour aujourd'hui la nécessité de travailler vraiment de manière différente, à trouver peut-être des dotations supplémentaires. Il y avait une idée d'un grand emprunt qui a été suggéré aussi à un moment donné, des sociétés de projet. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on change véritablement de cap dans le financement de nos infrastructures. Mais le versement transport étendu aux régions, grande prudence. Non, mais clairement, ce qu'il faut, c'est avoir un projet politique, au sens premier du terme étymologique, un projet politique sur le rail pour la France. Voilà. Parce que nous avons besoin, non mais là on parle sur le financement du rail, il faut avoir un vrai projet politique sur ce sujet et voir quels sont les enjeux d'investissement en termes de milliards. Nous soutenons les analyses et les propositions de Jean-Pierre Farandou. Et ensuite, il faut parler de la question du financement. Il faut avoir un investissement exceptionnel de la part de l'État. Voilà, parce qu'on le sait, tous les économistes le démontrent, tout au long des siècles ça a été démontré, un investissement dans les infrastructures de transport génère de la croissance économique. Déjà à l'époque de l'Antiquité, les Romains construisaient des vias parce que c'était favorable au commerce. Et donc nous devons avoir cette réflexion après sur le financement. En effet, l'État, je pense, doit le prendre sur son budget. C'est un enjeu de souveraineté nationale. Je pense qu'au niveau européen, cela aussi doit être travaillé. Et puis il y a la question après du versement mobilité. Cela correspond à la proposition que nous, les présidents de région, nous avons fait dans le cadre du livre blanc à travers l'Agence des mobilités. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un versement mobilité qui finance en fait des transports qui ne concernent au mieux que 2/3 des salariés des entreprises qui le financent. Et donc, c'est une profonde injustice. C'est-à-dire que nous n'avons pas une adaptation entre les contributeurs au service des mobilités et la réalité du service qui est proposé. Donc, parce que nous avons à peu près 1/3 des salariés des entreprises qui ne bénéficient d'aucun service de transport en commun. Et ça, c'est un vrai sujet. Et l'Agence des mobilités, ça pose la question des financements sur les territoires urbains. Et je dis bien sur les territoires urbains denses. Je ne parle pas des territoires métropolitains. Parce qu'aujourd'hui, les bassins de vie, ils vont au-delà des territoires métropolitains. Et souvent, les bassins de vie, les bassins de mobilité, ils sont même sur plusieurs départements. Donc ça, il faut savoir le travailler. Et il faut qu'il y ait un financement et il faut qu'il y ait une meilleure coordination. Nous, on a aussi, je parlais du ferroviaire, mais on a aussi le routier avec la compétence des cars. C'est-à-dire que quand on veut mettre des services de cars pour que les habitants qui ne peuvent pas bénéficier du rail, parce qu'il n'y a tout simplement pas de ligne ferroviaire, si on leur dit vous montez dans les cars, vous habitez à 30 ou 40 km d'un centre économique, et vous devez prendre les cars, et bien à ce moment-là, ces cars, ils ont les mêmes bouchons que la voiture individuelle. Donc je connais personne qui a envie d'avoir tous les inconvénients d'entendre ronfler son voisin et d'avoir les embouteillages. Mais ça, c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, nous avons cette compétence-là, mais les routes, elles sont compétences soit départementales, soit nationales en propre, soit en concédé, soit métropolitaines. C'est là où on voit qu'il y a besoin d'une nouvelle ère de la décentralisation. Et il faut avoir le modèle économique ferroviaire qui est un enjeu de souveraineté, et il faut avoir également une réflexion sur le routier, et tout particulièrement sur cette question des milieux denses, qui nous permettra par ailleurs
de traiter les types de services de transport à la demande pour les territoires très ruraux. Nous, présidents de région, bien qu'on ait vu nos dotations baisser, on a mené plus de services à la population en termes de cars, parce qu'on a réussi à faire des économies de fonctionnement sur des services qu'on a mutualisés, non pas à l'échelle du département, mais à l'échelle de la région. Et en contrepartie, on a pu créer des lignes dans des territoires qui étaient peu denses, qui sont bien sûr adaptés et qui se relèvent plus du transport à la demande. Juste pour faire un point très précis sur ce sujet, si les choses ne sont pas corrigées en urgence, comme Jean et Carole l'ont dit, vous aurez demain dans le domaine du ferroviaire le même cataclysme que ce qu'on a aujourd'hui dans le nucléaire. S'il n'y a pas la mise en route d'un gigantesque plan d'investissement de l'État pour sauver les lignes, et ça se décide maintenant, on pleurera tous dans 4 ou 5 ans en se disant c'est incroyable qu'on ait laissé s'effondrer le système ferroviaire français. Et c'est exactement la même situation que celle du nucléaire. Soit le gouvernement et l'État ouvrent les yeux, et on comprend tous qu'on est en train d'aller dans le mur sur le système, ce que Jean dit très bien, il faut tirer la sonnette d'alarme, il faut changer le système. Soit, si on ne réagit pas, demain ce sera trop tard. Aujourd'hui, vous avez une sonnette d'alarme qui est claire, c'est l'explosion des coûts de l'énergie. Mais elle camoufle en réalité un sujet structurel, et les différents rapports l'ont tous souligné, le système de financement qui est mis en face du rail français ne permet plus du tout d'entretenir nos rails et de basculer sur les nouveaux investissements dont on a besoin. Et donc, le versement mobilité, Carole l'a très bien dit, c'est quand même assez surréaliste que les régions qui sont un des grands acteurs de la mobilité n'aient aucune ressource en face qui permette de l'organiser. Carole le souligne très bien, la fiscalité est totalement inéquitable puisqu'elle est payée par des salariés qui ne bénéficient pas ensuite en face de moyens de transport qui correspondent à ce qu'ils versent. Et Jean l'a suffisamment souligné, si on ne change pas d'échelle, la réalité c'est qu'on n'arrivera plus à entretenir nos lignes. Ça tombe bien, ici vous êtes dans un endroit très symbolique. Demain, posez la question de savoir comment est-ce qu'ils sont arrivés ici. Demandez-leur s'ils sont arrivés en train. Demandez-leur si pour venir à Vichy, ils ont pris la ligne Paris-Clermont. C'est une bonne question à poser. Croyez-moi, la réponse, nous on la connaît. C'est une des lignes qui a le plus d'irrégularités de France, où vous pouvez vous retrouver bloqué pendant des heures et des heures parce que le train n'a pas été entretenu et que les lignes sont dans un état lamentable. On vient d'apprendre aujourd'hui que l'autorité environnementale vient de lancer une enquête décidant que pour la mise en route du chantier, on allait perdre 2 ans de plus. Absurdité de l'État français qui d'un côté nous dit qu'il faut faire des trains pour sauver l'environnement et qui de l'autre côté laisse une agence environnementale totalement hors de contrôle nous dire qu'avant de pouvoir faire un investissement sur des trains, on va devoir faire des études supplémentaires qui vont nous faire perdre 2 ans. Posez juste cette question toute simple demain, est-ce que vous êtes venu avec le train? Vous aurez largement la réponse sur le cataclysme ferroviaire qui est devant nous. Ben oui, mais vous, oui. Voilà, allez, non. Oui, Jean, pardon. Carole, si je peux insister sur ce que dit Laurent, c'est au-delà de la stratégie, elle doit s'inscrire aujourd'hui dans la durée et dans une planification longue. Le CPER est un outil indispensable, nécessaire, qui permet de cranter sur le moyen terme. Aujourd'hui, en infrastructure de mobilité, on a besoin effectivement d'un maillage et d'une stratégie sur le long terme. Sinon, on n'y arrivera pas. Bonjour, Camille Solos, Contexte ici. Je reviens sur le sujet de l'inflation. Vous avez évoqué un besoin de compensation des dépenses liées donc au transport, mais j'imagine pas que. Je voulais savoir si vous aviez chiffré l'impact de l'inflation sur vos budgets régionaux et combien vous demandez à l'État. Donc, nous avons donc une simulation pour 2023, donc dans le cadre de la discussion sur le PLF, à plus d'1 milliard donc, de l'impact de l'inflation sur nos budgets. Et donc, nous commençons la discussion budgétaire avec Bercy. Et on va voir les simulations qui nous donnent sur la dynamique de la TVA, et qui ne va pas être la même que 2022. Voilà, donc on va être perdant. Et quand vous demandez une compensation, vous demandez combien? Mais nous demandons la compensation sur, bien sûr, la totalité, mais en même temps, nous demandons d'avoir un plan complet du modèle économique ferroviaire
parce que nous ne pouvons pas continuer à être justes sur des aspects comptables. Nous devons également nous assurer que les financements que nous mobilisons, ils s'inscrivent dans une régénération beaucoup plus complète. Parce que là, on est quand même sur le mythe de Sisyphe, où on est toujours en train d'investir, et ça ne suffit pas, parce qu'il faut avoir un investissement bien plus structurant que ce qui est fait depuis quelques années. Un mot juste pour préciser. On a un problème de structure de la recette. Historiquement, il y a une partie des recettes des régions qui sont sur la carte grise et sur le carburant utilisé par l'automobile. Alors que notre vocation, notre cœur de métier, c'est la mobilité durable. Trouvez l'erreur. Pour financer la mobilité durable, il faudrait avoir de plus en plus de mobilité non durable. On a là un hiatus, donc on veut une évolution dans la nature de nos ressources, c'est absolument évident. Et le deuxième élément, on parle à très juste titre des trains du futur, des nouvelles modalités de transport collectif avec l'hydrogène, avec le train léger, avec les voies capillaires, etc., etc. Mais il y a vraiment, tout à l'heure, et Carole, Laurent le disait, tu le disais Jean, il faut chiffrer ça, ce sont des milliards et des milliards, et rien que pour ajuster l'an prochain, en effet, on est entre 1 et 2 milliards d'euros qui manquent aux régions pour assumer, pour pouvoir assumer, c'est pas une histoire de vouloir assurer, pour pouvoir assurer le fonctionnement budgétaire, notamment des services dont ils ont la responsabilité. C'est un gap très important. On est dans une rupture complète de capacité à intervenir au plan budgétaire en fonction de l'explosion des coûts de l'énergie. Alors, sur la question aussi des défis que nous avons à relever sur les territoires d'outre-mer, nous avons la question en particulier donc en Guadeloupe de l'eau. Donc Harry, si tu veux, voilà. Non ? Demain dans mon discours, donc j'en parlerai. Et sur la question des territoires d'outre-mer, Huguette, si tu veux, sur la question des territoires d'outre-mer, la spécificité qu'on ait la possibilité de la différenciation territoriale que nous avions demandé dans le livre blanc des régions. Si nous avons des atouts considérables outre-mer quand on parle aujourd'hui de ce que le titre même, l'appellation de ce congrès aujourd'hui. Et donc nous, on est aussi là-dedans parce que pour le territoire que je représente, La Réunion, où nous avons pour la souveraineté alimentaire, nous produisons déjà presque 75% de produits frais. Je pense qu'il y a des territoires de la France hexagonale qui ne sont pas aussi remarquables que nous. Mais nous avons aussi beaucoup de misère. Pour l'énergie, on est à 35% de production à La Réunion, mais on a encore beaucoup de progrès à faire parce que nous, on a l'eau, l'air, le soleil, on a la mer, on a le vent, et donc on a aussi, ça nous parle la souveraineté. Et donc, mais à côté de cela, vous connaissez aussi les problèmes de l'outre-mer, parce que nous avons des territoires qui sont ravagés par le chômage, et ça aussi, la pauvreté qui touche. On a par exemple, on a 860 000 habitants quand on a 123 000 enfants qui sont dans la pauvreté absolue. Je sais que sur le territoire de la France hexagonale, on a 2 millions d'enfants pauvres. Et ça n'est pas possible de soutenir cela dans un pays qui s'appelle la France, pays des droits de l'homme, où on a signé la Convention des droits de l'enfant. Et tout ça, c'est insupportable. C'est insupportable pour vous, c'est insupportable aussi pour nous. Et donc, et d'autant que, on parle de l'outre-mer, quelquefois on n'a pas assez l'occasion de parler, lorsque nous sommes... La France est la première puissance maritime d'Europe. Elle est la deuxième puissance maritime mondiale. On a 11 millions de kilomètres carrés. Vous savez que nous, on a, chez nous, 2 200 000 dans l'océan Indien, 2 200 000 kilomètres carrés de zones économiques exclusives. Et nous avons à La Réunion 140 malheureux petits bateaux, pendant que dans cette zone qui est une zone française, vous avez 670 000 bateaux qui viennent pêcher des ressources qui sont des ressources françaises. Et donc là-dessus, on a vraiment un travail considérable
à faire lorsque on a toute cette zone, les TAF, les zones antarctiques françaises, et qui sont basées chez nous à La Réunion. Vous imaginez pas quand même que là-dessus, c'est pour ça que je dis à chaque fois que l'on est, La Réunion notamment, c'est le vaisseau amiral de la France dans l'océan Indien. On peut parler aussi de la Guyane. Que serait la France sans Kourou? Et donc, il y a tout ça, et donc c'est pour ça que nous participons aux travaux des régions de France, où quelquefois on trouve que l'on n'est pas assez entendu, mais on se fait entendre un peu quand même. Là, je viens de nous faire entendre. Et donc, c'est pour ça que je remercie Carole Delga qui nous a aussi permis d'ouvrir un atelier spécifiquement dédié à l'outre-mer. Et donc, nous avons été même reçus par le président de la République. Carole Delga nous a fait remarquer qu'on ne lui avait pas dit, on le regrette. Et donc, la semaine dernière, on a été reçus par le président de la République pour que nous parlions de tous nos problèmes. Les parlementaires aussi étaient associés. On a beaucoup de travail pour sortir l'outre-mer des problèmes, des difficultés, comme on doit travailler avec tous les Français, parce qu'on appartient à la nation, parce que la nation française se porte mal. N'est-ce pas? Merci. Très bien. Merci. Et ce sera, je pense qu'en effet, le mot de la fin, Huguette a bien dit que nous sommes conscients que la nation aujourd'hui va mal et que nous voulons que chaque habitant de la République puisse être considéré et que nous puissions travailler avec... Non, c'est le mot de fin. Il y a une dernière question. Oui, c'est bon, vous m'entendez. Une petite question. Bonsoir, Anne-Sora Dubois, BFM TV. On a beaucoup parlé depuis le début de cette conférence de presse de CNR, de concertation, de décentralisation aussi, donc des décisions qui concernent tous les Français. Dans ce contexte-là, alors que vous avez été convié au CNR, qu'Emmanuel Macron parle de concertation, on apprend qu'une des options, un des scénarios qui pourrait concerner la prochaine réforme des retraites, ce serait de l'intégrer au prochain projet de loi de finances de la sécurité sociale et de faire passer tout ou partie de cette réforme via un 49.3. Est-ce que vous avez un commentaire sur ce scénario, s'il vous plaît? Non, là, nous parlons de ce que nous pouvons faire ensemble avec le gouvernement et pour les Françaises et les Français. Et sur cette question de la réforme de retraite, c'est chaque présidente de région qui peut donner son avis, mais ce n'est pas au titre de région de France. Voilà. Il y en a qui souhaitent le faire maintenant. Voilà, donc, tout le monde avait bien compris l'appel, voilà, qui n'était pas subliminal. Très bien, oui. Oui, Antonio Rodriguez, AFP. Je ne vois pas M. Simeoni parmi vous. Est-ce que l'accord, c'est l'un des sujets que vous allez aborder demain avec Mme Borne? Et j'ai une deuxième question qui s'adressait initialement à M. Wauquiez, mais qui vous concerne également, vu que vous avez parlé de l'hémicycle qui traduit, vous avez dit, je crois, le malaise ou des Français. Actuellement, M. Wauquiez, vous avez dit tout à l'heure, vous avez appelé Mme Borne à basculer sur les collectivités et donc à éviter enfin je ne sais pas justement, c'est pour ça que je vous demande des éclaircissements. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que de basculer? Est-ce que ça veut dire oublier le CNR, oublier le 49.3 et tout ça? Et venez nous voir, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une réalité qui est très simple, hein, et on aura l'occasion d'en débattre demain. On est dans un pays dont toute la logique a été historique, la centralisation. C'est-à-dire que tout passe par l'État central. Ça s'incarne dans des lois, des arrêtés, des règlements. On bascule d'abord dans une époque où aujourd'hui, au contraire, toutes les organisations se disent tout ne peut pas venir d'en haut, il faut stimuler les initiatives du terrain. Nous, on est sans doute le pays au monde qui reste le plus centralisé. La démocratie occidentale la plus centralisée au monde. Premier point de réflexion. Deuxième point, on arrive après 5 ans dans lesquels, en rupture avec tout ce qui avait été fait, disons, depuis 68 ou en tout cas 81, chaque gouvernement avait plutôt raisonné en disant il faut qu'on décentralise et qu'on donne plus de pouvoir aux collectivités locales. Depuis 5 ans, ça a plutôt été la tendance inverse, ça a été une recentralisation. Et on aboutit dans cette situation où le pays est dans un grand état de tension et où la situation politique au niveau parlementaire rend très difficile visiblement pour le gouvernement de faire passer des lois. Ce qu'on dit, c'est très simplement, et pourquoi il n'est pas temps de changer un peu l'approche et de se dire, au lieu de penser que le pays se dirige uniquement à partir de lois, de considérer qu'avec des partenariats avec les collectivités locales, on peut faire avancer les choses.
Pourquoi ne pas considérer que, au lieu de tout gérer avec des textes législatifs, on peut peut-être le faire avec des actions de terrain qui sont des actions de terrain portées par des collectivités locales? Pourquoi, à l'exemple par exemple de ce que Marie-Guite a fait au niveau des lycées professionnels, au lieu de penser que pour réformer les lycées professionnels, ça passe automatiquement par une loi, on se dit pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas avec les collectivités locales? Les régions ont la charge des lycées professionnels. Marie-Guite a fait des expérimentations qui ont très bien marché et qui permettent de raisonner différemment. Pourquoi? Pour le dire très simplement, on ne peut pas transformer un défi en une opportunité, ouvrir enfin les yeux sur le fait que ce centralisme épuise la France, qu'il aboutit à tout concentrer à Paris dans un bureau avec quelques personnes, et que si vous voulez faire respirer la démocratie, il faut changer l'approche, partir des territoires. C'est la question sur laquelle, à mon avis, est demain Madame Borne. Et nous, on tend la main, on est dans un esprit de construction, on est dans un esprit de travail en commun, mais il faut que cette main, à un moment, soit tendue, et que le gouvernement renonce à une approche qui jusque-là a été très centralisée pour comprendre qu'au lieu de partir d'en haut, la France a envie maintenant qu'on l'écoute et qu'on parte du terrain. C'est un changement profond d'approche. C'est la question qui lui est posée demain dans son discours et dans son intervention devant les régions de France. À elle de répondre. Et je parlerai bien sûr de la Corse, puisque dans le livre blanc des régions, nous avions voilà, un statut voilà, d'autonomie progressive pour la Corse. Voilà. Ici. Voilà. Très bien. Ici. Voilà. Ici. Oui. Bonjour. Luc, Radio, je suis ici, à votre droite. Ah oui. Les régions se sont engagées en faveur de l'Ukraine, notamment sur des dispositifs d'accueil et de fonds de soutien. Je voudrais avoir un commentaire et un mot sur la réalité des dispositifs sur le terrain. Mais demain, on aura un partenariat, je te laisse le présenter. Donc demain, on va avoir un partenariat voilà, sur la question ukrainienne et où nous aurons donc une vraie coopération entre régions ukrainiennes, les oblasts et les régions de France. Oui, tout à fait. Oui, nous sommes profondément européens et nous tenons à ce que chaque peuple puisse disposer de lui-même, de son destin. Laurent Thévenin, Les Échos. Sur la décentralisation, David Lisnard disait ce matin que vous alliez revoir le président de la République en janvier-février pour parler d'une grande loi de décentralisation. Donc vous y croyez vraiment? Parce qu'il en avait été question au cours du quinquennat précédent et finalement ça s'est terminé sur 3DS. Est-ce que vous avez des assurances ou on vous a donné ça juste voilà, pour que vous veniez au CNR? Vous savez, je pense que quand on est président de région, on doit avoir une philosophie qui est très claire et donc une pratique et une éthique politique. C'est qu'il faut être optimiste donc, de nature parce que l'espoir, c'est le pouvoir. Et nous, ce que nous voulons, c'est le pouvoir pour changer la vie des gens. Voilà. Donc nous avons espoir. Voilà. Merci à toutes et à tous.